Mesdames et messieurs, il est 20h et c'est l'heure de la grande édition du soir. Les titres, c'est dans un instant. Dans l'actualité ce soir, les caprices de la nature font 2 morts et plusieurs dégâts à Saint-Louis. Des vents violents accompagnés de fortes pluies ont tout ravagé sur leur passage. La facture est très salée. Nous verrons tout cela dans cette édition. Le directeur général de l'agence de la CMU remet les pendules à l'heure. Shermang précise qu'il n'y a rien d'hasardeux dans la couverture maladie universelle. Il répond ainsi aux syndicalistes qui ont fustigé la semaine dernière la gratuité des soins. Que se passe-t-il à l'APR? Comment comprendre les querelles de positionnement? Est-ce que cela ne risque pas de faire perdre le parti aux prochaines législatives, comme ce fut le cas lors des locales de 2014 et de l'élection du HCCT dans certaines localités? Réponse, analyse et commentaires à suivre tout à l'heure avec notre invité. Il s'agit de l'administrateur de l'APR, Maël Cham. Crise électorale au Gabon, une délégation de l'Union africaine attendue sur place pour une médiation. Les deux camps refusent de lâcher du lest. La crise post-électorale a déjà fait au moins 7 morts. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le réveil était difficile ce matin à Saint-Louis. La capitale du Nord a été secouée par des vents violents accompagnés de fortes pluies. Dans la nuit de lundi à mardi, 2 personnes ont perdu la vie. Les dégâts matériels sont énormes. On voit ça avec nos correspondants permanents dans la capitale du Nord, Moussa Soumandiagne et Abdou Boy. Une tempête d'une rare violence accompagnée de fortes pluies a ravagé sur tout son passage dans la nuit du lundi au mardi. Cet orage qui s'est abattu dans la région de Saint-Louis a causé la mort d'un jeune garçon de 12 ans nommé Souleymane Kobar, blessant du coup 4 personnes au quartier Citaignard de Saint-Louis. Au même moment, à Mbane, une fillette de 15 ans nommée Rokhaya Bo a été aussi tuée par ce vent. D'autres dégâts sont aussi notés au garage Bango et au village artisanal de Saint-Louis. Et beaucoup donc de débris. Donc on a défoncé la porte et on a trouvé donc la famille donc était sous cet état. Et automatiquement donc on a pris donc l'enfant qui était donc sous cet état, on l'a amené dans une autre maison voisine donc pour essayer donc d'appeler les sapeurs. À Tabatrechpel, une localité située dans la commune de Diama, dans le département de Dagana, les populations n'ont pas fermé l'œil durant toute la nuit. Ici, les dégâts sont énormes. Bon, la tempête nous a causé beaucoup de dégâts. Toutes les maisons sont restées sans toiture. Il y a même la mosquée, on n'a plus où prier. Bon, nous voulons vraiment que le président de la République nous vienne en aide. Oui. Du fait de cette violente perturbation atmosphérique, plusieurs arbres ont été déracinés dans l'île de Saint-Louis et dans le faubourg de Sor. Des pans de murs, de clôtures, de certaines concessions, établissements scolaires, des cimetières Tchakandiaï et Tchem, de Guetndar, des toitures se sont effondrés. Des poteaux électriques ont été brisés par ce vent fort. Affaire que nous suivons de très près avec nos correspondants permanents dans la capitale du Nord, Moussa Soumandiagne et Abdou Boy. Je vous le disais en titre, le directeur général de l'agence de la couverture maladie universelle ne se fait pas prier pour répondre aux syndicalistes qui avaient cassé du sucre sur le dos de l'institution qui dirige. Selon lui, il n'y a rien d'hasardeux dans la CMU. Shermang, que nous écoutons. D'ailleurs, entre le mois d'août 2015 et le mois d'août 2016, nous avons quand même donné aux structures de santé près de 12 milliards de francs. Un programme qui donne près de 12 milliards, il a quand même contribué. C'est pour ça que moi j'ai été vraiment triste quand j'ai entendu un responsable syndical dire que les politiques de gratuité sont des politiques hasardeuses. Non, elles ne sont pas hasardeuses. Et je pense que le mot est de trop. On ne peut pas être dans un pays où les enfants de 0 à 5 ans bénéficient gratuitement des soins. Les femmes bénéficient gratuitement de la césarienne. On fait la dialyse gratuitement. On prend en charge tout cela pour que les gens disent que c'est hasardeux. Si c'était hasardeux, il n'y aurait pas eu 12 milliards. Les propos de Shermang ont été recueillis par notre consoeur Fatounian. Plusieurs organismes internationaux se disent disposés à accompagner le Sénégal dans le cadre du programme Couverture Maladie Universelle. Ces mots sont du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Selon Awa Michael Sek, le Japon a octroyé au Sénégal 41 milliards de francs CFA dans le cadre de la CMU. Il est inconcevable de penser à devenir un pays émergent sans des populations en bonne santé, précise le ministre. Les précisions de Fatounian et Pape Samba. Lancée au Sénégal en septembre 2013, la couverture maladie universelle a pour objectif de développer des initiatives de gratuité des soins de santé en faveur des groupes vulnérables, mais aussi de promouvoir les mutuelles de santé communautaires.
Un programme dorénavant soutenu par le Japon. Il a octroyé un prêt de 41 milliards de francs CFA au Sénégal. Ces 41 milliards de francs CFA venus du Japon ressemblent plutôt à une offre, puisque le Sénégal va commencer à payer dans 10 ans et cette dette est payable en 40 ans, c'est-à-dire de 2026 à 2066. Et puis le taux d'intérêt est de 0,01%. Le ministère de la Santé a décidé d'injecter une partie de cet argent dans le recrutement de sages-femmes et infirmiers dans les mutuelles des zones reculées du pays. Ce fonds servira aussi à prendre en charge les urgences néonatales. Aujourd'hui, de nettes avancées ont été notées dans le programme de la CEMU sur l'ensemble du territoire national. 3 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans sont maintenant pris en charge gratuitement. Plus de 30 000 femmes qui accouchent par césarienne ainsi que 550 personnes qui pratiquent la dialyse. Aujourd'hui, nous en sommes à 670 mutuelles de santé. Nous avons presque couvert tout le Sénégal. Récemment, le président de la République, Macky Sall, a annoncé que le taux de la couverture maladie universelle avoisinait autour de 50%. Une affirmation confirmée par le directeur de l'agence de la CEMU. Toutefois, la qualité de l'organisation du plan Sésame reste à désirer, mais est pris en compte. Ce projet, dont le financement était de 850 millions de francs CFA, mais qui en est maintenant à 1,7 milliard de francs CFA. À l'instant, les précisions de Fatounia. Encore un mois avant l'ouverture des classes, le prétexte de notre reportage, le ministre de l'Éducation a annoncé hier que les sciences physiques seront obligatoires en classe de 4e à partir de cette année. Une décision saluée par professeurs et élèves du mois. C'est le constat qui a été fait par une équipe de la DSTV qui était ce matin sur le terrain. C'est un travail de notre stagiaire Maguette Diallo et Mohamed Ba. La mesure va être effective dès la rentrée 2016-2017. Les élèves de 4e vont devoir étudier la physique-chimie avant la classe de 3e et ce n'est pas une option. Une mesure saluée par ce professeur de physique-chimie. Je pense que c'est une excellente idée parce que d'habitude on commençait les sciences physiques en classe de seconde. Étant donné que le programme est très vaste, donc si on le commence en classe de 4e, c'est une très bonne chose. Mais il faut dire déjà que ça avait déjà commencé dans certains établissements depuis 2 ans. Donc la mesure entre de façon obligatoire à partir de l'année prochaine, mais depuis 2 ans, dans certains établissements, ça avait déjà commencé. Une initiative qui ravit ces élèves de terminale. Je pense que c'est bien parce que ça peut aider les élèves en seconde de mieux comprendre les leçons parce que certaines notions déjà vues en classe de 4e sont... C'est comme le programme de 4e et le programme de seconde sont semblables. Je pense que c'est une bonne chose qu'on introduise la physique dès la 4e parce que ça nous permet de nous préparer à ce qui nous attend au second cycle. Toutefois, en face de cette mesure se dresse une triste réalité. Science expérimentale aussi. Il ne suffit pas de dire qu'on commence en 4e, il faut doter les établissements de façon conséquente en matériel. C'est des sciences expérimentales, donc ce n'est pas théorique, il y a des expériences à faire. Donc si les établissements sont bien dotés, je crois que ça peut améliorer le niveau scientifique de nos élèves. La prise de conscience des autorités politiques permet de garder un espoir en ce qui concerne la promotion des matières scientifiques susceptibles de booster l'économie de notre pays. On en sait un peu plus sur l'architecture du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le président de cette institution ne sera pas le seul à être nommé par décret présidentiel. Le bureau sera renouvelé chaque année. Il devrait y avoir aussi 4 sessions et peut-être même une session extraordinaire en cas de besoin. Les détails avec Radim Baye. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, une chambre consultative, 150 membres, des instances et structures. Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes normes. Il représente l'institution. Le Haut Conseil aura également un bureau composé d'un président, 6 vice-présidents et 4 secrétaires. Il y a aussi l'assemblée plénière et les commissions. Les bureaux des commissions sont renouvelés chaque année en même temps que le bureau du HCCT. Le mandat du Haut Conseil ouvre droit à des remboursements de frais
et à des indemnités de session fixées par décret. 4 sessions ordinaires par an, le Haut Conseil des collectivités territoriales adresse chaque année un rapport au président de la République. Les membres du gouvernement peuvent être entendus par les hauts conseillers, mais seulement lorsqu'ils le demandent. Et on va s'arrêter un instant pour recevoir sur ce plateau notre invité. Il s'agit de l'administrateur de l'APR, bien entendu pour d'autres questions, mais on en profite pendant qu'il est temps. Monsieur Thiam, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Diaby. Alors, le HCCT, le Haut Conseil des collectivités territoriales, apparemment, donc on y voit un peu plus clair, le président de cette institution, comme aussi les autres membres du bureau, seront nommés par décret. C'est bien ça, vous confirmez? Oui, c'est exactement cela. Et le bureau sera renouvelé chaque année? Le bureau sera renouvelé chaque année. Cela permet un tout petit peu d'apporter du sang neuf, de la valeur ajoutée, mais également de pouvoir faire des évaluations et puis de prendre les mesures qui seraient les plus appropriées. Pas sorte d'épée de Damoclès un peu sur la tête de Soumaïla Nordien et son équipe pour dire attention, hein, vous tenez un carreau, sinon on se débarrasse de vous. Non, peut-être pas en ces termes-là, mais tout simplement en des termes un peu plus positifs, c'est évaluer et puis voir dans quelle mesure on peut améliorer. Et si d'aventure il était nécessaire de changer, de renouveler les membres du bureau, ce serait fait. 70 nommés par le chef de l'État, est-ce qu'on peut connaître un peu le profil? Écoutez, je pense que ça reste à la discrétion du président de la République, mais on peut déjà imaginer le profil au regard de l'ambition du chef de l'État qui est de territorialiser les politiques publiques. Il va de soi que les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales doivent être des gens qui sont suffisamment aptes à comprendre les préoccupations des populations et à formuler des propositions en conséquence. Vous êtes l'administrateur de l'APR. Que se passe-t-il donc dans votre parti? Pourquoi cette question? Parce que des responsables de cette formation politique se livrent une bataille par presse interposée. Certains n'ont pas hésité à accuser leurs frères de parti. C'est le cas de Doudouka qui soutient mordicus que les directeurs généraux et des ministres sont à l'origine de sa défaite lors de l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le secrétaire général du gouvernement s'est aussi exprimé sur cette affaire. Le ministre Yahambaye se décharge sur Abdoulaye Diouf Sarr, Elhadji Malick Cissé et Mohamed Ba ont tendu leur micro à quelques analystes. On va suivre son élément et ensuite revenir sur ce plateau. Promène tranquillement dans la capitale. Les résultats du Haut Conseil des collectivités territoriales l'ont démontré. Et cette victoire de la coalition continue de secouer le cocotier de l'Alliance pour la République. Des responsables de l'APR, Abdoulaye Diouf Sarr ou Yahambaye, sont déjà à couteau tiré. Les principaux responsables du parti au pouvoir à Dakar sont en train de se crêper les chignons. Abdoulaye Diouf Sarr est dans de beaux draps. Yahambaye, peut-être à des degrés moindres, lui aussi est mal barré. Et même à l'intérieur du pays, jusqu'à Foundiougne où il y avait Abdoulaye Coulibaly, et Bounkiling où il y avait Doudouka, Difongip, ils sont tous dans de beaux draps parce qu'ils sont perdus. À Dakar, c'est très symbolique. Pourquoi? Parce que l'APR avait juré la perte de Khalifa Sall. Quand il y a une défaite, chacun cherche à rejeter la faute sur l'autre, cela va de soi. Je pense que le principal enseignement à tirer de cela, c'est d'abord que les instructions de Macky Sall en tant que coordonnateur ou en tant que secrétaire général du parti n'ont pas été suivies. Une défaite amère qui se manifeste comme un signal que l'APR doit percevoir 5 sur 5 avant qu'il ne soit trop tard, poursuivent les analystes. Pour ce faire, pas de temps à perdre. Le parti au pouvoir a intérêt à se structurer avant les législatives de 2017. Ce n'est pas à Dakar seulement que le parti pêche, mais à Dakar, quand même, la capitale est quand même plus visible avec des responsables qui, en réalité, n'ont pas de fief électoral. Cette occasion doit être saisie par l'APR, effectivement, pour se restructurer, se réorganiser, préparer les futures batailles, comme les législatives de 2017 et la présidentielle de 2019, pour quand même ne pas perdre la face, parce qu'il y a une réelle menace qui s'appelle Khalifa Sall. L'expression armée mexicaine sied parfaitement aujourd'hui à ce parti. Des recadrages ont été tentés, certaines choses avancent, d'autres difficilement, parce que tout simplement, c'est le comportement militant, c'est la discipline de parti qui pose problème au sein encore de l'APR. L'APR a encore du chemin à faire dans la capitale, car Khalifa reste le maître incontesté et vient de confirmer
son leadership. Mais du côté du parti au pouvoir, la guerre se poursuit entre responsables républicains. La défaite de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Dakar est passée par là. Monsieur Thiam, vous avez suivi cet élément. Aujourd'hui, des membres de l'APR qui se donnent en spectacle. Oui, je pense qu'il faudrait d'abord recadrer le débat. C'est nous qui avons gagné. Aujourd'hui, l'heure est à, n'est-ce pas, à la glorification. L'heure est au remerciement, n'est-ce pas, à tous ces braves gens qui ont fait en sorte que nous ayons remporté 37 départements sur 45. L'heure n'est pas à la querelle. Moi, je suis un peu étonné par certains qui risquent d'entacher notre victoire, qui est une victoire historique. Gagner 45 départements sur 37. Et quand vous dites certains, ce sont des responsables et surtout pas des moindres aussi. Oui. Abdoulatif Coulibaly a fait sa sortie, il y a Rambaye qui accuse Diouf-Sarr, Doudouka également qui aussi depuis le sud du pays aussi vraiment dit que ce sont des ministres et des directeurs généraux qui ont tout fait pour qu'ils perdent dans sa localité. Oui, cela peut se comprendre également parce que nous n'avons pas le même niveau d'intelligence émotionnelle. Certains, devant un phénomène, une victoire, un bonheur ou alors un malheur, n'ont pas la même manière d'exprimer leurs émotions. Ce n'est que cela. Mais il n'y a pas de péril en la demeure. Quelles que soient les querelles, nous allons nous retrouver. L'heure est à la joie, l'heure est à la glorification, l'heure est à l'hommage à nos militants et à nos conseillers qui ont bien voulu contribuer à la victoire éclatante du parti. Nous allons arriver à un moment d'évaluation. Le parti fera l'évaluation et situera ses responsabilités. Je pense que les échappées des uns et des autres n'engagent aucunement l'Alliance pour la République, quand bien même ce sont ces responsables qui expriment leurs émotions. On accuse aussi certains responsables de n'avoir pas battu campagne ou n'avoir pas mouillé le maillot comme Adama Faye qui s'est présenté au bureau de vote après 18h. Oui, donc je pense que c'est un peu léger comme accusation. Tous les responsables étaient chacun en ce qui le concerne engagés dans la lutte pour la victoire. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que s'il y a une structure qui a avancé dans le processus de conquête de la ville de Dakar, parce qu'il s'agit de ça, c'est bien Benno Bokk Yakaar, qui au lendemain des élections locales ne contrôlait qu'une seule commune. Aujourd'hui, la coalition Taxawu Dakar n'a devancé Benno Bokk Yakaar que de 75 conseillers, ce qui est quasiment l'équivalent d'une commune. Donc je dirais bravo, que les gens savourent leur victoire. Il y a eu des progrès notoires. Et justement, quand Alioune Ndoye dit qu'il y a eu des responsables de Benno Bokk Yakaar aussi, et d'autres personnes qui disent aussi, des responsables de l'APR, comme si ils ne voulaient pas donc vraiment que Benno Bokk Yakaar gagne à Dakar, parce que si Benno gagne à Dakar, ce serait comme si ce serait Diouf-Sarr qui s'arrogerait un peu cette victoire. Mais écoutez, non, je ne pense pas que ce soit ainsi. Je crois que tout le monde a battu. Mais tout le monde a battu campagne. Il n'y a pas un problème de discipline de parti à l'APR? Mais écoutez, ce n'est pas une question de... C'est comme si chacun faisait ce qu'il voulait. Non, c'est tout à fait normal. Nous sommes une jeune organisation humaine qui, dans son processus, n'est-ce pas, d'évolution, est dans la phase de croissance. Et dans cette phase de croissance-là, étant au pouvoir, créer de l'attraction, il est tout à fait normal qu'en présence d'une opportunité, que les uns et les autres l'expriment de manière plus ou moins différente. Et naturellement, ça pose des problèmes parce que nous n'avons pas tout simplement la même histoire, la même éducation, le même cursus académique. Parfois aussi, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Mais ce n'est que normal. Et je dis que, en tout cas, en ce qui concerne l'Alliance pour la République, la coalition Benno Bokk Yakaar, la seule vocation d'un parti politique, c'est de gagner des élections. Encore une fois, nous avons remporté brillamment les élections, n'est-ce pas, en ce qui concerne les hauts conseils des collectivités. Je reviens à vous dans quelques instants, M. Thiam. Je rappelle juste aux téléspectateurs que vous êtes l'administrateur de l'APR, l'Alliance pour la République, parce qu'on voit aussi que les divisions au sein des partis politiques ne datent pas d'aujourd'hui. On a connu cela avec le Parti socialiste et le Parti démocratique sénégalais, des querelles de positionnement entre responsables d'une même formation politique. Et cela se traduit la plupart du temps par un affaiblissement du parti. Est-ce que l'Alliance pour la République est à l'abri de ce phénomène? Élément de réponse avec Lassana Cissé. Au Sénégal, les partis politiques ont presque tous un point commun, la division. Le Parti socialiste d'abord, qui a vu quelques-uns de ses ténors abandonner le navire des Verts juste avant la présidentielle de 2000. Moustapha Niasse quittait alors le parti de Senghor pour créer l'Alliance des forces de progrès. Un départ qui a été fatal aux socialistes. Mais ce n'est pas la seule rébellion notée au sein de ce parti. Désormais, le PS a deux tendances, les pro-Tanor et les pro-Khalifa. Depuis 2014, le maire de Dakar poursuit seul son petit bonhomme de chemin et le moins que l'on puisse dire est qu'il est en train de résister.
Ces divisions, l'AFP en a aussi eu sa part du gâteau. Le parti de Niasse s'est éclaté en pleine réunion. Moustapha Niasse étant décidé à continuer son compagnonnage avec Macky Sall. Une opposition pas du tout approuvée par certains jeunes de son parti qui ont tout bonnement décidé de voler de leurs propres ailes en créant le grand parti dirigé par Malick Gakou. Et que dire du PDS? Après le pouvoir, il a perdu beaucoup de ténors. Mais l'événement qui a le plus marqué les esprits est sans doute la fronde menée par Modou Diagne Fada et ses amis pour, disent-ils, réformer le parti de Wade. La suite, on la connaît, Fada est exclu et finit par créer son propre parti. Des syndromes qui seraient en train de guetter l'APR avec des batailles de positionnement notées ça et là. La dernière en date, les listes parallèles déposées lors de l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. L'autre fait, les apéristes de Dakar qui ouvrent le feu sur Abdoulaye Diouf Sarr après la défaite du camp présidentiel à Dakar. Le Conseil est unanime, M. Thiam. On voit que tous les partis quand même qui étaient au pouvoir ont fini par perdre quand même ce qu'ils avaient parce que bon, vraiment il y avait des querelles assez profondes. Est-ce que l'APR vraiment est à l'abri de cela? Oui, il faut signaler que ce n'est pas quand même les mêmes types de querelles. Quelles que soient par ailleurs les dissensions qu'il y a entre nos différents responsables, il n'a jamais été question qu'un seul d'entre eux puisse abandonner le parti. Ce sont des querelles qui sont des querelles intestines, qui parfois malheureusement sont portées sur la place publique, mais nous restons quand même avoir un dénominateur commun qui est composé d'un président de la République qui est fidèle à la vision autour de laquelle nous avons adhéré derrière lui, et également une république qui est la République du Sénégal pour laquelle nous nous attelons tous les jours à travailler. On voit que certains responsables n'ont pas compris l'attitude du président, c'est-à-dire votre chef de parti. Parce que bon, comment comprendre dans certaines localités que par exemple le maire soit le patron entre guillemets de l'APR dans la localité et qu'il y ait une autre liste quand même parallèle, différente à celle peut-être proposée par le patron de la localité. Vous savez... ce qui s'est passé à Foundiougne, ce qui s'est passé à Koungheul, vous savez, c'était que ces deux localités, ou même Gossas aussi. Vous savez que... il est tout à fait normal que dans le processus de réflexion, que chacun alimente la réflexion du président de la République. Mais l'humilité également doit nous exiger à considérer qu'en sa qualité de président de la République, il peut avoir par devers lui des informations qui nous ont échappé et qui l'amènent combinées aux informations qui ont... Pardon ? Même si cela doit vous faire perdre des élections. Mais écoutez, il n'y a pas de... Toutes les décisions prises dans la vie comportent une part de risque. Moi, je dis que le président de la République n'a pas, le président de l'Alliance pour la République, président de Benno Bokk Yakaar, n'a pas investi que pour Dakar. Il a investi pour 45 départements. Et sur les 45 départements dont il a eu la primeur des investitures, on a gagné quand même 37. Il n'existe pas au monde un record de cette nature-là. C'est ça la véritable information. Mais ce n'est pas l'inverse. Vous pensez aux législatives quand même? Parce qu'il faut rectifier le tir assez rapidement, hein, parce qu'apparemment c'est comme un cancer. Hein. Mais si jamais les législatives se passaient ainsi, je vous rappelle que s'il s'agissait d'élections présidentielles, le président Macky Sall serait passé au premier tour. Si on fait le même score aux élections législatives, on aura progressé par rapport en 2012 et je dirais à cette occasion-là, bravo et bon vent à la coalition Benno Bokk Yakaar et merci à tous les conseillers qui ont voulu, n'est-ce pas, voter pour la victoire éclatante de la coalition Benno Bokk Yakaar. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie, M. Diaby. Très bonne fête de Tabaski par participation. Pareillement. Et un gros mouton pour tous les acteurs de la 2STV. Merci pour tout. C'est dans 6 jours, hein, la Tabaski. Il n'y a pas que les moutons qui changent juste le décor, on va dire, de la ville. Hein. Il y a aussi les vendeurs de fourneaux ou autres barbecues. Les Sénégalais adorent la viande grillée. À l'occasion de la Tabaski, ce sont les plus beaux morceaux de mouton qui sont grillés, nous dit Ndeye Moro Samb. De la route du Sacré-Cœur, les barbecues sont exposés de manière à attirer la clientèle. Ça prend du charbon, il y a un feu de bois, et puis ça qui est la température, quoi. Ça gère la température, c'est plus économique. Les prix ne sont pas un problème, ils sont abordables. Les clients sont satisfaits et se hâtent à Sacré-Cœur afin d'acheter le fourneau qui rendra leur viande délicieuse, délicate et savoureuse. Il y a des prix 25 000, 15 000 jusqu'à 10 000. Les prix ne sont pas fixés. Des fois, on peut le vendre de 8 000 francs, ou bien 10 000, ou bien à 12 000. Facile, les plus faciles, bon, ça va entre 7 500 et 10 000.
Les Sénégalais, friands de viande grillée, commencent à faire leurs emplettes et à se préparer pour l'achat des festivités. Le charbon, il y a un feu de bois. Et puis ça, puis la température, quoi. Ça gère la température. C'est plus économique. La Tabaski approche à grands pas. Cette fête religieuse très attendue est l'occasion de festivités, de préparation de plats traditionnels à base de viande de mouton. Vous l'avez dit, Ndemoro Sam, c'est un reportage que vous venez de signer à l'instant même avec Mohamed Ba. Et nous reparlons du problème de l'accès aux soins de qualité. Les ressortissants du village de Boutem, c'est dans le département de Bignona, ils ont réussi à faire déplacer dans la localité plusieurs médecins spécialistes pour une séance de consultation gratuite sur place. Chirtidiane Sissé et Kaba Sissé. Lorsqu'une dizaine de médecins spécialistes descendent pour la première fois dans une contrée comme Boutem pour se mettre gratuitement au service des populations, c'est une grosse épine qui a ôté des pieds des citoyens de ce village de la commune de Mangangoulak dans le département de Bignona. Cette conviction est aussi bien des initiateurs que des prestataires. Autant de personnes meurent pour des questions très simples à résoudre. Puisque nous avons des problèmes pour rallier nos villages à Ziguinchor, nous nous sommes dit que les médecins doivent se rapprocher de la population. C'est une population où l'accès aux soins de santé est difficile. S'il y a un patient qui a des soucis sérieux de santé, l'évacuer dans les structures assez spécialisées devient difficile. Un argumentaire assez important qui nous a permis donc d'accepter d'emblée d'office cette invitation proposée par les jeunes ressortissants de Boutem à Dakar qui ont été mandatés par le chef de village en l'occurrence et surtout les sages du village. Le moyen le plus sûr, c'est d'aller vers le malade plutôt que d'attendre à ce qu'il vienne vers toi allongé dans une ambulance. Pendant 48 heures, ces enfants, personnes âgées et jeunes de Boutem et environ ont bénéficié des largesses de ces blouses blanches de l'hôpital de la paix de Ziguinchor, ce qui a réjoui plus d'un. C'est une très bonne chose parce que ça permet à beaucoup de personnes de se faire consulter, d'avoir recours aux neurologues, n'est-ce pas, aux médecins spécialistes, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour cela que je suis là, mais aussi pour donner des soins. Nous sommes très contents en fait, de cette initiative qui permet à de vieilles personnes qui n'ont pas les moyens de se soigner. Ces médicaments que les médecins sont en train d'offrir à nos parents est une très bonne initiative. Rappelez que c'est une équipe de pneumologues, pédiatres, cardiologues, gynécologues et un dispositif de transfusion sanguine qui sont mobilisés pour cette première expérience de rapprochement du service sanitaire aux populations dans cette contrée défavorisée du Blouf. La communauté mouride se souvient de cette date. C'était en 5 septembre 1895 à Saint-Louis. Le fondateur du mouridisme avait effectué une prière de 2 rakas devant le palais du gouverneur. Cela fait suite à une convocation de l'autorité coloniale qui déporta le marabout au Gabon. Un magal est organisé chaque année dans la vieille ville. Cette année coïncide avec la 41e édition. La prière des 2 rakas a été dirigée par Serine Maman Mbaké, fils aîné de feu Serine Mortada Mbaké. Vous pourrez suivre donc dans nos prochaines éditions un élément de Moussa Ousmane Diagne et Abdouboui. L'élément n'est pas en place. Je vous le disais en titre, pour tenter de débloquer la situation au Gabon, l'Union africaine s'est dit prête à envoyer une délégation. L'initiative a été annoncée dans un communiqué par le président tchadien Idriss Déby, président en exercice de l'UA, confie qu'une délégation sera sur place dès que les conditions pour une visite seront établies. Le porte-parole du gouvernement gabonais se dit d'accord. Selon lui, le président Ali Bongo accepte l'arrivée de cette délégation du côté de l'opposition. On ne refuse pas non plus cette bien entendu non plus l'initiative de l'UA. Elle espère plutôt que la mission pourra convaincre le président sortant de procéder au recomptage des voix. À présent, le reste de l'actualité à l'étranger, en bref et en images, c'est un travail de Astou Kanjon. La police est sur les dents dans ce quartier de la capitale afghane. Toute la nuit, elle a encerclé un bâtiment où se déroulait une attaque. Elle a abattu les 3 terroristes. Depuis 23h hier soir, l'ONG Pamela Rana était assailli par plusieurs individus qui ont tué au moins une personne et en ont blessé 6 autres. C'est une association humanitaire qui s'occupe de la scolarisation des filles et de l'autonomisation des femmes. C'est le 3e attentat en moins de 24 heures dans la capitale afghane. Hier,
Des bombes ont frappé le ministère de la Défense et la police. Parmi les morts figurent un général et plusieurs hauts responsables. Ces attaques revendiquées par les talibans ont fait 24 morts et près d'une centaine de blessés. Toute la matinée, les Canadaires sont venus prêter main forte aux pompiers au sol. Après des heures de lutte acharnée sur les hauteurs de Marseille, l'incendie est maîtrisé. Et le pire en était évité. Le feu s'est arrêté à une douzaine de kilomètres seulement de la station balnéaire de Casis. Aucun blessé n'a été signalé et aucune habitation n'a brûlé. Mais 390 hectares de végétation à proximité du parc national des Calanques sont partis en fumée. Plus de 350 hectares de végétation ont été détruits hier par un violent incendie qui s'est déclaré aux portes de Marseille avant de se diriger vers le parc des Calanques. Pas moins de 500 hommes, 4 Canadaires et 2 Daesh ont été engagés. La route de Gineste a été coupée et la mairie a demandé aux habitants de Vaufrèges, Lumuni ou du Redom de ne pas rejoindre leur domicile. Une enquête devra établir l'origine de ce feu, mais d'ores et déjà la piste criminelle est privilégiée. Des témoins affirment avoir vu des personnes fuir sur moto juste avant que l'incendie ne se déclare. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour ce soir. Un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi cette édition. Dans quelques instants, la suite de nos programmes. L'info revient demain à 13h. C'est en Wolof à partir de 21h. Bantamba ce soir. La suite aussi, juste après Bantamba, pour, bien entendu, un programme alléchant tout au long de la soirée. Quant à moi, je vous dis à demain soir, comme chaque soir, et bonsoir.